Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec notamment le retour de Fastlane du coup qu'il y a eu dans la nuit de samedi à dimanche. Je sais pas pourquoi ma voix est aussi bizarre. Enfin du coup moi à m'écouter j'ai l'impression que ma voix est bizarre, donc je pense que pour vous ça va être un peu pareil. J'ai aucune idée pourquoi elle n'était pas comme ça il y a quelques heures. Bref. En tout cas, ça va pas nous empêcher de faire cette petite vidéo. Donc voilà, on va vite fait parler des quelques matchs. On débute donc avec un match entre Jey Uso et Cody Rhodes contre Finn Balor et Damian Priest pour les titres tag team unifiés, bien évidemment. Match qui fut plutôt sympa, un très bon opener, surtout avec les entrées qui étaient incroyables. Jey Uso qui a été acclamé par le public comme il n'y a pas. Pareil pour Cody Rhodes, voilà, qui a une entrée incroyable. Enfin, incroyable par la réception de la foule, hein, parce que son entrée globalement est plutôt banale. Mais c'est vraiment pour les faces ultra aimés comme ça, c'est surtout la façon dont les publics les acclament qui rend les entrées complètement dingues. Et du coup, pareil, voilà, le Judgment Day qui arrive en mode vraiment stylé. Le match a été plutôt pas mal. Les deux équipes ont fait du très bon travail, hein. Même les commentaires ont beaucoup mis en avant le fait que Jey Uso a été 8 fois champion du monde par équipe et tout ça. Donc globalement, c'est un vétéran en ce qui concerne les matchs par équipe. De l'autre côté, on a le Judgment Day qui fonctionne hyper bien en équipe également. On a du très beau travail des deux côtés, malgré le fait que Jey Uso et Cody Rhodes ne soient pas une équipe à la base, mais ils fonctionnent très bien tous les deux, notamment parce que Cody Rhodes est l'un des rares à faire entièrement confiance à Jey Uso, et ça va se retrouver dans ce match. Chose intéressante, c'est que le Judgment Day va intervenir pour la énième fois, avec notamment Dominique et Rhea Ripley, hein. D'ailleurs, Dominique, euh, juste comme ça, c'est incroyable. J'ai posté une de ses promos de NXT de cette semaine, enfin du coup de la semaine dernière maintenant, sur Insta, bon, le mentionnant bien évidemment, et le mec a regardé ma story, et franchement, j'y croyais pas du tout. Genre, Dominique qui regarde ma story, je pourrais me mettre le screen que j'ai envoyé à mon pote. Je me suis dit, mais what the fuck, d'où un mec comme Dominique il a le temps de venir checker ma story, quoi. Bref, tout ça pour ça, une petite digression. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Dominique et Rhea Ripley vont d'abord intervenir. Bien entendu, Jey Uso va se débarrasser de Dominique Mysterio. Il va avoir une interaction avec Mami, mais qui du coup ne l'attaquera pas, hein. C'est quand même assez rare que Rhea Ripley ne s'attaque pas aux hommes, mais avec Jey Uso, il y a cette petite tension particulière qui s'installe. Et du coup, le match reprend. On a JT McDonough qui va également intervenir et qui va être le personnage clé de la fin du match, puisque alors que Damien Priest il allait, je crois que c'est Jey Uso qui allait s'attaquer sur la table des commentateurs, JD McDonough va vouloir le frapper avec la mallette, sauf qu'il va se foirer et frapper Damien Priest au niveau de la jambe, qui du coup va se prendre je sais plus quelle prise et être mis KO. Du coup, c'était peut-être plus Cody Rhodes. Euh, Bref, en tout cas, ça n'empêche pas que du coup, ça a permis de se débarrasser de Damien Priest. Ensuite, JD McDonough a été vaincu par je sais plus qui, et en plus va se prendre une grosse remontrance par Rhea Ripley juste derrière. Et du coup, le match se termine avec un 1D revisité entre Cody et Jey Uso sur Finn Balor. Du coup, je crois que ça termine ensuite avec un Crossroads de Cody pour la victoire. Du coup, Jey Uso et Cody Rhodes deviennent champions du monde par équipe unifiée. Jey Uso, de ce que j'ai compris, devient pour la première fois
champion du monde par équipe sans Jey Uso, ce qui est une stat plutôt intéressante. Et en note de ce match, j'ai mis un 3,75 sur 5 parce que le match il était bon, mais il y a encore et toujours les interventions du Judgment Day, donc ça perd un peu de points. Mais surtout pour moi, ce qui fait que ça perd des points, c'est le fait de faire gagner des personnes qui ne sont pas une équipe. Alors certes, il y a cette histoire de Cody Rhodes qui veut faire accepter Jey Uso du coup au sein du roster de Raw, mais que les gens lui en veulent encore pour ce qu'il a fait avec la Bloodline. Et en fait, l'histoire c'est ça. Sauf que c'est pas parce que tu dis oui, moi j'ai confiance en lui, il mérite une rédemption, que ça fait des deux une équipe. Voilà, enfin, je veux dire, à aucun moment les deux ne sont une équipe. Et du coup, bah, moi, ça me perturbe de voir des mecs champions par équipe qui ne sont pas une équipe à la base. Enfin, bref, c'est comme si, je sais pas, là, tu prenais à nouveau deux mecs qui n'ont rien à voir et que tu les foutais en équipe et puis hop, tu leur donnais les ceintures par équipe. Bref, c'est très bizarre. Mais bon, après, c'est Jey Uso, Cody Rhodes, ils ont une très bonne pop et tout, c'est génial. Mais voilà, moi ça me dérange un petit peu d'avoir des champions par équipe qui ne sont pas une équipe à la base, même si je suis un grand fan de Jey Uso. Ensuite, on a un match entre Bobby Lashley et les Street Profits, hein, dont il a la gérance actuellement, face à Rey Mysterio et Santos Escobar pour 98% du match, accompagné par la suite de Carlito. Puisqu'effectivement, tout le long du match, on est en match handicap à 2 contre 3. Bien sûr, les Street Profits vont en profiter pour bien démonter la LWO. Pardon. Notamment, Rey Mysterio et Santos Escobar vont tenter de s'en sortir le mieux possible, hein. Ils vont même faire des très belles choses par moment. Mais de l'autre côté, bah, ils sont trois, ils sont heal. Voilà, je retiens notamment ce moment où Rey Mysterio il veut faire un 619, je me demande si c'est pas à Angelo Dawkins, et du coup c'est Bobby Lashley à l'extérieur du ring qui rattrape Rey Mysterio par les jambes, et pendant qu'il le tient pour le ramener vers lui, du coup t'as Angelo Dawkins qui place quelques droites un peu en mode vicieux et tout. Bref, c'était très cool. Montesford qui est toujours aussi incroyable, bref. Le match en lui-même était très bon, la fin est un peu bizarre puisque au moment où Rey Mysterio veut faire le tag avec Santos Escobar, ce dernier va se faire démonter. D'ailleurs, on a même un moment où c'est Zelina Vega qui va défoncer Montesford, c'était plutôt cool à voir. Mais voilà, Rey Mysterio, il est en difficulté, Santos Escobar est KO à l'extérieur, et on a du coup Carlito, qui est celui que Rey Mysterio avait appelé précédemment au téléphone, et du coup qui se ramène au ring, qui nettoie totalement le ring, hein. Le mec il va défoncer ceux qui sont encore debout, il va placer son backstabber sur Montesford et remporter la victoire. Bref. Donc le mec il arrive, il bat tout le monde et il remporte la victoire. C'est très particulier comme fin de match. Je veux dire, c'est pas dérangeant plus que ça, surtout qu'on sait que Carlito il commence quand même à avoir un certain âge comme Rey Mysterio et tout. Donc voilà, peut-être qu'il n'était pas encore trop chaud à faire un match entier, je sais pas. En plus, c'est un match par équipe, donc il n'a pas besoin d'être à fond tout le long du match. Mais en tout cas, le Carlito est arrivé à la toute fin pour remporter le match. J'ai noté ce match 3,25 sur 5 parce que voilà, on nous vend un 3 contre 3. On se retrouve quasiment tout match avec un 3 contre 2, bien que c'était plutôt sympa. Et en fait, ce qui me dérange, c'est toujours ce côté où tu as des gens qui sont ultra dominants, qui ont pris quasiment aucun dégât, et qui d'un coup, en à peine une ou deux prises, ils sont mis KO, et du coup, victoire comme ça de la dernière personne. Et ça me dérange un peu. C'est un peu. Sturi avait fait des petites blagues là-dessus sur NXT No Mercy avec Dragon Lee qui quand il est en mode catcher dans les matchs, le mec se prend des tonnes de coups dans la tronche, des trucs bien violents,
et il te résiste enfin, tout simplement il résiste hein, jusqu'à un certain seuil, mais il résiste quand même plutôt bien. Et tu arrives à ce moment où il se prend juste un kick par Dominique Mysterio et le mec il est KO pendant 10 minutes. Et là tu dis quoi, ça fonctionne plus en fait, qu'est-ce qui se passe? Une fois que t'es arbitre, ça y est, tu te prends un kick, t'es KO pendant 10 ans, alors que là c'est quand même un catcheur, enfin bref. Et là ça me fait un peu cet effet là, c'est les Street Profits et Bobby Lashley ont quand même dominé quasiment tout le match, ils ont pris assez peu de dégâts comparé à la LWO, mais ils se sont quand même fait défoncer en 2 secondes par Carlito. Bref. Alors c'est pas le fait que ce soit Carlito, hein, mais je pense que vous avez compris ce qui me dérange. En tout cas, le match était quand même bon. Ensuite, nous avons eu Io Sky contre Charlotte Flair contre Asuka pour le titre féminin de la WWE, ou je pense que c'est celui-là, enfin du moins celui qui se trouve actuellement à SmackDown sur les hanches de Io Sky. Du coup, match que j'ai bien aimé sans plus. Voilà, parce que on a voulu d'abord nous faire croire que Charlotte Flair allait sortir du match, puisque dès le début elle se prend le Green Mist d'Asuka, du coup elle sort et elle se fait globalement soigner les yeux. Et du coup on se retrouve avec un match entre Yoska et Asuka qui est plutôt sympa. Par la suite, Charlotte Flair revient dans le ring et ce qui m'a un peu dérangé, c'est que lorsque Charlotte Flair est revenue dans le ring, elle a quasiment dominé les trois quarts du match. Je veux dire, Yoskai, qui est la championne, a eu très très peu de phases de domination. Asuka n'a pas eu beaucoup de phases de domination non plus. Même si je retiens un passage impressionnant, c'est celui où Asuka balance de toutes ses forces Yoskai vers l'extérieur du ring et que Yoskai s'en sert pour passer entre la deuxième et troisième corde pour finir en crossbody sur Charlotte à l'extérieur du ring. Ça, c'était hyper impressionnant. Franchement, j'ai adoré. Mais du coup, voilà, on a quand même toutes ces choses-là qui se passent et on a une fin un peu particulière, hein, on connaît, donc on sait ce qui va se passer par la suite autour de ce titre féminin. Hein. Mais du coup, on a Bailey qui arrive, ce qui fait que Yoskai va être un peu distraite et va se prendre un big boot de Charlotte Flair. Du coup, Charlotte Flair qui va en profiter pour faire la prise en 8 sur Asuka. Asuka qui du coup va abandonner, sauf que l'arbitre avait le dos tourné puisque Bailey est intervenu. Du coup, comme l'arbitre il voit pas que Asuka abandonne, du coup Io Sky en profite, elle place son moonsault sur Charlotte Flair. L'arbitre il fait le décompte 1, 2, 3, victoire de Io Sky qui conserve son titre. Grâce à Bailey, même si elle a failli perdre son titre, grâce à Bailey également. Bref. Euh, du coup, la fin un peu comme ça, bon, ça fait l'effet un peu à la Roman Reigns, sauf qu'avec Roman Reigns, il y a quand même une histoire derrière. Là, le problème, c'est que ce match, il n'a pas vraiment d'histoire. C'est, c'est très mal écrit, quoi. Même quand tu vois la petite vidéo promo qu'ils mettent pour essayer de promouvoir le match, t'en as pas grand chose à faire, quoi. C'est pas intéressant du tout. J'aime beaucoup les trois femmes, hein. Les trois femmes sont très douées, mais elles sont mal écrites. Et ça, c'est assez triste. Voilà. Parce que je pense, comme beaucoup d'autres youtubeurs, voilà, Yoskai, Charlotte, Asuka, la plupart des autres femmes du roster principal ont une écriture qui est mal foutue. On peut penser aussi à Rhea Ripley. Rhea Ripley, en termes d'écriture de personnage, c'est incroyable. Par contre, en termes de défense de titre, on peut se plaindre de Roman Reigns, mais Rhea Ripley défend encore moins souvent son titre que Roman Reigns, ce qui est quand même une stat assez difficile à battre. Bref, malgré tout, MJF a réussi à battre ce record aussi, d'avoir fait moins de défense ou moins de combats que Roman Reigns sous la période d'évaluation du Puy. Donc bref, on se moque souvent de Roman Reigns pour ça, mais il y en a qui sont pas totalement mieux. Mais tout ça est une question d'écriture et pas forcément des catcheurs en eux-mêmes. Même si on sait que Roman Reigns
a beaucoup d'influence sur ce qu'il fait. Bref. Du coup, ce match, je l'ai noté 2,75 sur 5, notamment pour ce que j'ai dit, hein, l'écriture du match est pas dingue. Le match en lui-même est assez cool, mais le final, bah voilà, ce genre de finale, c'est toujours ce qui fait que j'enlève quelques points au match de Roman Reigns. Et surtout, il y a un passage qui m'a fait très bizarre, c'est qu'il y a un moment donné où il y a une succession de petits paquets. Alors, ok, des petits paquets, c'est pas mon plus grand kiff, mais c'est pas non plus le plus gros, enfin ce qu'il y a de plus dérangeant. Le problème, c'est que sur cette période de petits paquets, re-regardez le match, vous verrez qu'à un moment donné, Charlotte Flair est présente pendant que Yoskai et Asuka s'enchaînent des petits paquets, et d'un coup, elle disparaît, elle roule à l'extérieur du ring, comme si elle s'était fait frapper, alors que, ben, pas du tout. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle nous fait, Charlotte? Au lieu d'essayer de casser les petits paquets, elle fuit vers l'extérieur du ring, alors que personne l'a touché. Tu te dis, ok, what the fuck? Bref, il y a des petits trucs comme ça qui m'ont un peu sorti du match et c'est bien dommage. Ensuite, on passe à l'avant-dernier match, hein, celui où mon avis sera sûrement le plus controversé, mais vous comprendrez pourquoi. C'est John Cena et LA Knight contre Jimmy Uso et Solo Sikoa. Du coup, un match qui était assez bon. Honnêtement, bon, je me suis un peu fait chier hein, quand même devant ce match. Voilà. Parce que c'est un match où en gros, tout le long du match, John Cena s'est fait dominer. John Cena s'est fait dominer par Jimmy Uso et Solo Sikoa. Encore Jimmy Uso qui a toujours euh, ce bagage hein, de champion par équipe avec Jey Uso, 8 fois champion par équipe ensemble. Et Solo Sikoa, qui les commentateurs mettaient beaucoup en avant le rapport à Umaga, notamment sur certaines prises. Et en gros, tout le match, sa construction, c'est John Cena, il prend cher, il se fait démonter la gueule par les heels. Du coup, il fait le hot tag. LA Knight détruit les heels. Petit retour de John Cena quand même pour faire sa descente, une sorte de descente du point. Hein. Puis finisher de LA Knight, hein, d'ailleurs que je trouve assez ridicule. Et victoire des Face. Bref, j'ai pas trouvé ce match incroyable. Mais cela vient surtout d'une chose, c'est que je fais partie des gens, des très 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 rares gens, qui n'aiment pas LA Knight. Alors, je n'ai rien contre la personne qui joue LA Knight, hein, je préfère le dire. Il y a des catcheurs, des catcheuses que j'aime pas plus que ça. Hein. Je pense notamment du côté de NXT, j'aime pas du tout Dijak. Voilà, je n'arrive pas à être à fond dans ces matchs et tout ça. Voilà, je comprends pas le délire d'Hijack, j'ai du mal. Et dans le roster principal, bah, il y a notamment le cas LA Knight, dont je comprends pas la hype. Alors que les gens l'adorent, vraiment, il reçoit des pop de dingue. Alors je me dis, c'est incroyable, hein, et que les gens l'adorent, c'est génial. Surtout pour lui, hein, parce que à l'âge qu'il a, c'est trop cool de pouvoir avoir les chances qu'il a. Parce que quand tu arrives au bout d'un certain âge, bah, ça devient plus compliqué bah, d'être catcheur, notamment par rapport au corps et tout ça. Et le fait que là, les gens soient à fond derrière lui, ça lui permet d'avoir des opportunités, et c'est très très cool pour lui. Mais le truc, c'est que en termes de personnage, bah, j'accroche pas. Sa catchphrase, bon, elle est marrante. Enfin, elle est marrante, pas dans le sens où elle est drôle, mais voilà, elle fonctionne bien, elle est simple, elle fonctionne bien. Bah, voilà, ça me fait rien. Et quand il catch, et ben, son catch, j'en suis pas hyper fan. Et notamment son finisher, bah, en fait, son finisher, il est pas terrible, hein, faut se l'avouer. Et d'ailleurs, il y a plein de catcheurs, même que j'aime bien, qui ont des finishers un peu à chier. Et là, c'est plutôt le cas. Son finisher, il est pas terrible. Bref, LA Knight, je suis désolé pour les gens qui l'aiment, ne m'insultez pas en commentaire, mais je ne comprends pas la hype autour de LA Knight. Et du coup, bah, quand je le vois, moi, même si des gens sont à fond, bah, quand moi, avec ma propre expérience, eh ben, je m'ennuie quand je vois ces matchs. Surtout qu'on en revient à ce que je disais sur le match avec Bobby Lashley et les Street Profits, c'est que là, on a un match
où Solo Sikoa et Jimmy Uso ont pris quasiment aucun dégât pendant le match et qui se font défoncer en 2 secondes par LA Knight alors que bah, ils ont pris quasiment aucun dégât. Et ça, c'est toujours les trucs qui me dérangent un peu dans les matchs. Surtout qu'on a Solo Sikoa qui est construit hyper fort depuis longtemps et qui du coup bah là se fait défoncer en 2 secondes pour rien. Bref. Du coup, j'ai noté le match 2,5 sur 5 hein, parce que c'est le match où je me suis le plus ennuyé. Voilà, parce que bah, je n'arrive pas à avoir la hype et les nights ou à être à fond lorsqu'il est dans un match. Donc ça, j'en suis désolé. Hein, je sais que tout le monde l'adore, mais du coup, ce n'est pas mon cas. Et on termine du coup sur Seth Rollins face à Shinsuke Nakamura pour le titre World Heavyweight dans un Last Man Standing. Et j'ai adoré ce match. Je l'ai quand même noté 4,25 sur 5 parce que j'ai trouvé que le match était très très long. Et également pour ce côté où le gagnant prend cher tout le match. Et pourtant, c'est quand même l'adversaire qui perd, celui qui a pris le moins dans la gueule. Même si là, Shinsuke Nakamura, contrairement au Street Profits Bobby ou à Jimmy et Solo, bon, Shinsuke a quand même pris un peu cher. Mais ça n'empêche que c'est Seth Rollins qui a dégusté tout le match et qui à la fin s'en sort quand même victorieux. Voilà. Mais le match en soi était très intéressant, bien qu'un peu long, comme ça je l'ai déjà dit, parce que on est très vite parti en brawl. On est parti dans le public, notamment à un moment donné où Seth Rollins il se fait pousser dans le vide, où il prend un coup de pied qui l'envoie dans le vide. C'était assez impressionnant, même si vu comment a rebondi Seth Rollins, on a bien remarqué que c'était sur un matelas qu'il a rebondi et tombé ensuite sur le sol. Il y a un moment donné aussi, ils sont repartis dans le public où Seth Rollins a réussi à placer le pedigree et le stomp. On a aussi. Ah oui, non, c'est même là que le match se termine, où après il met son Falcon Arrow à travers une table à côté, et puis du coup, je crois que Seth Rollins il réussit à gagner comme ça parce qu'il est le seul à se relever au compte de 10. Bref. Et ensuite, bah, pendant le match, on a eu des tables qui ont été brisées, on a eu des kendo sticks utilisés, des poubelles utilisées. On a ce spot incroyable qu'on voit sur la photo avec Shinsuke Nakamura qui utilise un Red Mist et qui pousse ensuite cette Rollins dans le vide, qui s'écrase à travers la table des commentateurs. Bref, on a eu plein plein de petits spots comme ça qui étaient incroyables. Du coup, Seth Rollins va survivre à chaque fois à très peu de choses près, avec quelques comebacks. Et du coup, euh, ce que je voulais dire, c'est que ce qui fait que j'ai un peu de mal avec Last Man Standing parfois, c'est notamment le fait que là, par exemple, Seth Rollins, on l'a vu galérer tout le match. On l'a vu galérer tout le match. Et à la fin, compte de 10, il gagne parce que Shinsuke Nakamura est toujours au sol. Mais d'un coup, Seth Rollins, il est en pleine forme. Et d'un coup, il se lève, il est là, oh, ça y est, j'ai gagné, je suis en pleine forme. Alors que pendant tout le match, il galérait à marcher, à se déplacer. Mais là, ça y est, il a gagné. Hop là, il a toutes ses forces de revenu d'un coup. Ça, je trouve que c'est pas hyper crédible et tout. Bon, en même temps, avoir une victoire avec un mec qui tient pas debout, c'est pas hyper stylé. Mais je trouve que ça décrédibilise un peu le last man standing. Surtout là où cette release a vraiment pris cher pendant tout le long du match. Et ce que j'ai trouvé cool, c'est que j'ai jamais réussi à trouver Shinsuke Nakamura intéressant à la WWE, du moins à partir du moment où moi j'ai commencé à regarder le catch. Mais dans ce match, il était incroyable. J'ai adoré Shinsuke Nakamura dans ce match. Il était incroyable. Seth Rollins, comme d'habitude, incroyable. Bref, c'était tout ce qui s'est passé était génial. Voilà, à part que le match était long, à part ce côté du mec qui prend cher tout le long du match, mais qui finit quand même par gagner avec un petit sursaut d'énergie à la fin. Voilà, à part ça, le match était vraiment très cool. Je trouve que 4,25 sur 5, c'est vraiment pas mal pour un show comme Fastlane. Du coup, on va conclure cette vidéo
Voilà, sur un show qui, ma foi, était plutôt pas mal. Bien qu'on sent que c'est un pay-per-view, enfin un PLE, un peu de transition, puisqu'on n'a pas réellement d'histoire de travailler, hein. Bon, le Cody J contre Judgment Day, la construction est pas dingue dingue. Surtout de faire des champions par équipe de mecs qui sont pas une équipe, alors ça je le répète, mais pour moi c'est quand même un peu n'importe quoi. Bon, les Bobby Lashley Street Profits contre la LWO, pareil, c'est pas hyper bien construit, mais ça peut passer. Bon, Yosuke et Charlotte Asuka, c'est pas très bien construit non plus, mais ça passe. Le John Cena et LA Knight contre Bloodline, pareil, hein, c'est pas très très bien construit, mais ça passe. Par contre, le Seth Rollins chez Nakamura, bon là, c'est le match retour, c'est hyper bien construit, et c'est également ce qui fait que la note est beaucoup plus élevée que les autres. Bref, dans la globalité, j'ai passé un bon moment pendant ce match, à part avant le pré-main event et le match de milieu de show avec... c'est assez triste à dire, hein, mais le match avec les femmes. Du coup, j'ai assez hâte de voir Asuka se rattraper contre Roxanne Perez à NXT. Notamment à NXT, on a bien confirmé, puisqu'il y a eu un petit teaser donc, où ils ont rappelé que Carmelo Hayes aura John Cena dans son coin, que Paul Heyman sera dans le coin de Braun Breaker, que Asuka viendra affronter Roxanne Perez, et à la fin de la promo, oui, que Cody Rhodes aussi va venir faire une annonce, mais aussi quand le truc se termine, on a le son de cloche de l'Undertaker, donc l'Undertaker sera notamment à NXT. Donc très très hâte de voir cet épisode de NXT de cette semaine. Bref. En tout cas, j'ai passé un bon moment, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, essayez de ne pas m'insulter si vous êtes des gros fanboys de LA Knight, hein. Moi, j'y arrive pas. Voilà, hein, c'est fort possible que vous aimez pas des catcheurs que moi j'adore comme Roman Reigns ou Seth Rollins. Et du coup, je vous en voudrais pas, hein, j'en ai rien à foutre. Puisque chacun aime les gens qui ben, lui permettent de passer des bons moments dans le monde du catch. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce show. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les Anakilypsiens.